Alors, je vais commencer justement par reprendre un petit peu, la partie sur les enzymes, grâce à vos tableaux de colle. Donc c'est vraiment bien, hein, de m'amener des tableaux de colle. Alors moi, je note quand même, hein, qui a fait des tableaux de colle, mais vous n'êtes pas obligé d'en faire à chaque fois. De toute façon, si j'en ai trop après, moi, c'est long, hein, donc c'est bien, voilà, d'en faire un de temps en temps. À la rigueur, même sur un sujet qui vous justement, vous pose un petit peu problème et comme ça, on peut corriger ensemble. Voilà. Alors, le premier sujet qui a été, choisi par pas mal d'entre vous, donc c'était, le sujet alors, on voit pas forcément super bien parce que, pour plein de raisons. Donc les enzymes des biocatalyseurs. Donc, la problématique développée ici, c'est en quoi les enzymes sont-elles des biocatalyseurs spécifiques et variés? Et donc on voit, la spécificité des enzymes et puis la diversité des enzymes. Voilà. Donc vous avez ici, un travail sur l'énergie, enfin un schéma sur l'énergie d'activation, la spécificité du cycle actif, l'ajustement induit, les 2 types de cinétiques et puis le cas d'enzymes, allostériques. Alors je veux bien que vous réagissiez là-dessus. Est-ce que ça vous semble, complet? Est-ce que alors j'ai pas mis d'ordre particulier, hein. Est-ce que vous avez, des choses à ajouter? Ah, vous voyez pas le tableau? C'est le cas pour tout le monde? Normalement, il est partagé. C'est bon? Non, il est partagé. Bon, vous voyez le tableau, tant mieux. Alors je vous laisse grossir un petit peu, vous, si jamais, il y a des choses que vous voyez pas bien. Donc, est-ce que vous pourriez réagir par rapport à ce tableau? Ça peut être, est-ce que c'est complet? Est-ce que c'est la présentation est bien? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Est-ce que le plan vous paraît correct, et cetera? Est-ce qu'il y a des choses que vous ajouteriez? Alors, on pourrait parler des contrôles. Je suis bien d'accord. Donc là, on n'a rien du tout sur les contrôles. En fait, on a uniquement quelque chose sur le mécanisme enzymatique et la cinétique. Et c'est vrai que ce sujet est très large, donc on ne peut pas forcément tout détailler, mais c'est vrai qu'il manque un petit peu les contrôles. Est-ce qu'il y a d'autres remarques à faire? Alors moi, j'aurais juste une petite remarque ici sur la cinétique sigmoïde, hein. Le début, hein, la pente est très faible, donc là, la courbe n'est pas tout à fait bien dessinée, à mon sens. Voilà, donc ça, faire bien attention. Pareil, sur les formes, R et T, bien faire les flèches pour montrer qu'il y a une transition, pour ces 2 formes et cetera et qu'on est bien, donc peut-être une barre ici pour bien montrer qu'on est sur une enzyme oligomérique. Voilà. Ça, c'est un petit peu du détail, mais effectivement, là, le grand oubli, c'est, les contrôles. Alors, je vous montre un autre, sujet. Donc ici, les enzymes des biocatalyseurs. Donc on vous explique ici, hein, que les enzymes sont des protéines. Donc on n'aborde pas les ARN, mais voilà, produit de l'expression des gènes, spécificité et cetera et donc déjà agent de couplage, hem, alors je vois plus, donc des catalyseurs qui fonctionnent, avec dans les conditions compatibles à la vie, d'accord? Et puis le contrôle. Alors je vous laisse, commenter un petit peu, ce tableau. Je vous écoute, hein. Est-ce que ça vous paraît complet? Déjà, est-ce que la présentation vous paraît bien? Est-ce que les schémas sont des bons schémas? Est-ce que est-ce qu'il fallait, je vous écoute. Il faut que vous réagissiez, hein. Voilà. Alors, je suis d'accord sur le fait que c'est assez complet dans la présentation. On a quand même beaucoup de choses. Ça, je suis d'accord. Ouais. Alors,
Effectivement, par contre, le plan comme ça au milieu, on n'aime pas forcément beaucoup, sur un tableau de colle. Donc on choisit, hein, soit on met le plan sur le côté, soit quelque part on met pas vraiment de plan. D'accord? Donc là, des fois, on a du mal à lire et il y a énormément de texte. Alors, il y a énormément de texte, c'est certainement aussi parce que c'est un travail qui a été, rendu, hein. Mais, quand même, ça fait beaucoup de texte, beaucoup à lire, donc ce serait un vrai tableau. Ça fait un peu trop de texte. Et effectivement, on n'a pas les cinétiques. Alors, vous voyez que ce sujet, il est extrêmement large, donc il y a un moment, il y a aussi des choix à faire et effectivement, on n'a pas vraiment de problématique. Alors, peut-être qu'elle l'aurait dit ici en définissant les termes, hein, donc comment fonctionnent les enzymes, en gros, quelle est la particularité, les propriétés, de ces enzymes. Hem Donc l'énergie d'activation, on l'a et c'est indispensable, d'accord? Mais c'est vrai que, les cinétiques, on ne les a pas. Ça, c'est quelque chose qui manque un petit peu et puis on n'a pas la réaction, plus S donne ES donne E plus P. Voilà. Moi, l'autre reproche que je ferais, c'est vraiment le plan en plein milieu. Peut-être qu'il faudrait dans ce cas-là assumer complètement et faire vraiment une colle tableau. D'accord? Où on aurait, d'un côté, ben, la cinétique, enfin le fonctionnement de l'enzyme en général et puis ensuite, finalement ces phénomènes de régulation. Est-ce que là, c'est important de mettre ces graphes? Moi, j'aurais fait le choix de dire: «Bon, bah, ces enzymes, elles fonctionnent dans certaines conditions de température, de pH et cetera», sans forcément mettre les graphes et j'aurais préféré effectivement des graphes avec la cinétique enzymatique, qui me semble plus importante. Donc effectivement, sur des sujets larges comme ça, il faut vraiment faire des choix. Alors j'en ai un autre ici. Donc là, c'est d'autres choix qui ont été faits. Alors, hein, on peut avoir des très bonnes notes avec des choix différents, hein, sur des sujets très larges. Parce qu'ensuite, il y a les questions, parce qu'ensuite, et cetera. Donc, voilà, je vous laisse, commenter. Qu'est-ce que vous pensez de la problématique? Alors, je suis d'accord, les schémas sont super. Ils sont vraiment très lisibles, ils sont très clairs, et puis on a ici le mécanisme, de l'exokinase qui est très bien fait. Alors, le mécanisme de l'exokinase, vous ne pouvez pas ne pas l'apprendre, d'accord? Il faut que vous connaissiez un mécanisme enzymatique. Donc celui-là, il faut l'apprendre. En plus, bon, c'est l'ATP, le glucose, des molécules qui sont vraiment au programme. Voilà, donc ça, c'est bien. Après, le mécanisme détaillé de l'exokinase sur un sujet aussi large, il est intéressant, mais il n'est pas forcément obligatoire parce que, vous avez beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce qui me manque là? Je vais avancer un peu. Donc pour moi, ce qui manque vraiment ici, c'est la notion d'énergie d'activation. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce que c'est que la catalyse? D'accord? Et ça, c'est vraiment important et finalement la problématique montre bien qu'on ne va pas chercher, qu'est-ce qui fait que l'enzyme est un catalyseur? En quoi sont-elles impliquées dans, les activités catalytiques de la cellule? La problématique aussi me pose un peu problème parce que, bah, évidemment que les enzymes sont impliquées dans les activités catalytiques de la cellule. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, bah, qu'est-ce qui fait que ces enzymes fonctionnent bien? Qu'est-ce qui fait qu'elles vont effectivement permettre, des catalyses, efficaces dans la cellule et des catalyses au bon endroit? D'accord? Et donc, du coup, on va avoir expliquer, ben, en quoi ce sont des catalyseurs, d'accord? Et vous avez le mécanisme enzymatique, la notion d'énergie, d'activation. Peut-être un point sur, la cinétique et un point sur la régulation, d'accord? Alors la spécificité, elle est, précisée quand on va, préciser le mécanisme enzymatique a priori, d'accord? Voilà. Alors je crois que j'en ai encore une là-dessus. Non. Alors du coup, il y a beaucoup de points à aborder, d'accord? Que j'ai repris un petit peu ici. Donc la notion de diminution d'énergie d'activation, notion de mécanisme enzymatique,
l'exokinase qu'on peut détailler, le fait que le plus souvent c'est des protéines. Les conséquences de ce mécanisme, c'est qu'on a une cinétique michaélienne, la plupart du temps, une sensibilité au pH, à la chaleur, et cetera. On peut même partir de ces observations pour arriver au mécanisme comme on l'avait fait en TP. Et on peut ici aborder la cinétique sigmoïde des enzymes allostériques oligomériques ou les garder pour une deuxième partie dans les phénomènes de régulation. D'accord? Donc une activité enzymatique qui est régulée, ensuite, ça c'est bien, c'est important. C'est-à-dire que les enzymes, c'est intéressant parce que en plus, leur activité peut facilement être régulée par la cellule. Elle est régulée par l'expression de la protéine, il y a des phénomènes pour les enzymes michaéliennes d'inhibition compétitive, incompétitive. Et puis, dans le cas des enzymes allostériques oligomériques, on a une réponse qui peut être tout ou rien. Alors, on ne peut pas développer tout ça en détail, d'accord? Mais les idées, elles sont à être clairement à l'esprit et ça sortira dans les questions, ce qui ne sera pas détaillé. Là, on est vraiment obligé de faire des choix. Voilà. La plupart, des présentations qui ont été faites étaient des bonnes présentations, la dernière, moi je l'ai trouvée vraiment bien au niveau des schémas. C'est vraiment il me manque l'énergie d'activation. Alors, ensuite, il y avait un sujet enzyme michaélienne, enzyme allostérique oligomérique. Alors évidemment, les réactions, comment dire? La les idées seront à peu près les mêmes. Alors là, vous voyez, on a la réaction enzymatique au départ et puis vous avez une problématique, quelles sont les enzymes qui accélèrent les réactions chimiques? Je vous écoute un petit peu me ah, j'aurais préféré effectivement le terme contrôle. L'activité enzymatique est régulée et c'est une très bonne question, Juliette, de me poser la question de la différence entre régulation et contrôle. En fait, en général, on va, heu, conserver le terme régulation, quand on va faire, de la physiologie, d'accord? Et qu'on va avoir les grands phénomènes de régulation. Par exemple, régulation de la pression artérielle, que vous verrez l'année prochaine, où là, on a, une valeur consigne et ensuite, tout un système de régulation avec, des organes qui sont capables de lire, la valeur, des organes qui sont capables de réagir à des modifications de la valeur et cetera. Donc c'est vrai qu'on va parler de régulation en général quand on a vraiment un système de régulation et c'est plutôt, normalement à l'échelle de l'organisme. Alors que contrôle, ça va être à l'échelle de la molécule, on va contrôler l'activité d'une molécule. Donc effectivement, je pourrais revenir sur ce que j'ai écrit parce que dans ce dans sur les enzymes, on va plutôt parler de contrôle que de régulation. Voilà. On peut parler de régulation à partir du moment où on voit bien que, finalement, les enzymes vont participer d'une certaine manière, par exemple, à la régulation de la glycémie dans l'organisme. Parce qu'elles vont être activées en présence d'insuline ou activées en présence de glucagon et cetera. Voilà. Alors, je vous laisse maintenant me critiquer un petit peu ce travail. Il y a des choses qui sont vraiment bien, il y a des choses qui sont, moins bien, comme toujours. Il y a beaucoup de textes, d'accord, mais c'est un texte qui est facile à lire, malgré tout, avec de la couleur et cetera, donc c'est pas, voilà. Oui, en fait, la problématique, elle correspond pas, finalement. Quelles sont les enzymes qui accélèrent les réactions chimiques? Ben, toutes, vous voyez? Donc c'est la problématique ici qui me pose un gros problème et l'autre problème, c'est ici, d'accord, je trouve qu'on ne voit pas assez, pour les enzymes oligomériques, qu'elles sont effectivement oligomériques. Donc on n'arrive pas assez à bien à voir et la troisième point de critique pour moi, c'est que je trouve qu'on n'a pas assez les points en commun entre ces 2 types d'enzymes. Ce sont des enzymes, elles accélèrent les réactions, d'accord? Et ensuite on va voir, ben, elles sont de 2 types. On a le sentiment que celle-ci est moins efficace, d'accord? Elle a une affinité moindre. Alors, bien sûr, quand vous décrivez la cinétique michaélienne, il y a les notions de vitesse maximale et d'affinité qui doivent apparaître.
Alors, un autre exemple ici, vous avez point commun, différence, contrôle. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que ce plan vous semble correct? Oui, le plan est plus adapté, bien que, dans les différences, hein, ici, en fait, les différences portent à la fois sur la cinétique et sur le contrôle. Donc peut-être qu'ici, on pourrait mettre des cinétiques différentes et des mécanismes de contrôle différents. D'accord? Et ici, plutôt que mettre point commun, pour avoir, un plan qui soit un peu plus explicite, on pourrait mettre, mécanismes, les mécanismes des mécanismes communs ou des mécanismes enzymatiques communs. D'accord? Ou des mécanismes de catalyse communs. Voilà. Donc après, par contre, vraiment les idées, sont à peu près toutes présentes. D'accord? Et il faudrait bien insister, hein, sur la régulation. Alors, pour les enzymes allostériques, en fait, les inhibiteurs compétitifs sont moins nombreux, en fait, sont plus rares, peut-être parce que le site d'interaction est encore plus spécifique ou que, c'est encore plus difficile d'interagir, mais enfin, en tout cas, c'est vrai qu'on voit moins, d'inhibition, compétitive. Voilà. Je vous montre le l'autre. Ah non, oui, enzyme allostérique, enzyme oligomérique. Donc là, vous avez le plan sur le côté. Vous avez ici, donc les 2 cinétiques. Vous avez ici, les sites catalytiques, sites de fixation, les 2 types d'enzymes et puis les 2 types de régulation. Voilà. Donc là, c'est assez intéressant aussi. Je dirais qu'il y a trop de texte là sur le plan. Il y a pas besoin d'en écrire autant, d'accord? Par contre, la façon dont est fait l'ensemble est assez intéressante parce qu'on voit à la fois les points communs et les différences. Voilà. Et on voit bien qu'avec un même mécanisme général de diminution d'énergie d'activation, on va avoir des cinétiques différentes. On voit bien qu'on a un mécanisme qui fait intervenir la conformation de la molécule avec, des sites actifs, mais des choses un peu différentes qui vont impliquer des régulations un peu différentes. Voilà. Donc c'est pas mal, mais alors est-ce que j'en ai un autre? J'en ai encore un autre. Bah, là, c'est Juliette, mince, j'ai pas enlevé votre nom. Donc, là, à nouveau, propriétés communes, donc, modes d'action qui sont différents et puis, des activités contrôlées. Donc en gros, hein, ce plan en 3 parties, il fonctionne quand même assez bien. Voilà. Alors, attention sur ce sujet, heu, il faut vraiment insister sur un point. D'accord? C'est sur le fait que l'allostérie, au sein des enzymes oligomériques, va permettre un contrôle très fin de l'activité et un contrôle de type tout ou rien, qui va être fonction de la concentration au substrat. Donc dans les conditions cellulaires, finalement, la concentration au substrat est autour du K0,5. D'accord? Et donc on va aller en avant, en arrière et on va faire du tout ou rien, mais également de la présence d'effecteurs allostériques et de modifications covalentes. Les effecteurs allostériques, très souvent, vont être sensibles aux modifications cellulaires. Les modifications covalentes vont être liées à des modifications plutôt à l'échelle, de l'organisme, donc par des hormones et cetera. Et donc très souvent, ces enzymes, ce sont des enzymes clés du métabolisme et on verra ça, hein, quand on fera la glycolyse. D'accord? Donc juste après. Alors ici, c'était un sujet donc sur le site actif. Je vous écoute un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez de cette présentation? Est-ce que c'est complet? Est-ce que c'est bien fait? Alors, on peut prendre un exemple, mais c'est quand même important à un moment, de parler aussi des enzymes, oligomériques, allostériques.
Parce qu'à ce moment-là, le site actif va avoir un comportement un petit peu différent. Voilà. Mais c'est pas forcément le cœur du sujet. Alors c'est très facile à lire. Par contre, je pense qu'avec, quelque chose comme ça, je ne sais pas si on arrive à tenir 5 minutes. Qu'est-ce qui manque essentiellement? Alors effectivement, le sujet est très restreint, donc il faut apporter des connaissances précises, hein, par rapport au sujet, les enzymes des biocatalyseurs là, c'est beaucoup plus précis. Oui, vous avez site de fixation, site catalytique. Ouais, et alors oui, notion d'interaction faible. Alors comment on fait pour bien montrer l'importance de ces interactions faibles? Quel exemple on peut prendre? Donc pour moi là, c'est indispensable de prendre l'exemple de l'exokinase. D'accord? Voilà. Un schéma avec l'exokinase, ça permet effectivement de très clairement, aborder tous les aspects liaison faible et puis aussi sensibilité des protéines. Il faut aborder le fait que, les catalyseurs sont en général des protéines qui sont caractérisées par leur conformation et cetera et qu'on va avoir donc très souvent une poche hydrophobe un petit peu protégée, d'accord? Et cetera. Donc ce schéma général, il est bien, mais il faudrait qu'il soit au centre et qu'on y ajoute d'autres schémas un peu plus précis. Et également ce site actif et la façon dont il fonctionne peut expliquer, le type de cinétique qu'on va avoir et puis, bah, la notion d'interaction faible et cetera. Donc là, ça va être un sujet très biochimie, si vous voulez. Voilà. Donc j'ai simplement noté, il faut absolument présenter un mécanisme enzymatique précis tel que celui de l'exokinase, montrer ensuite les propriétés qui découlent de ce mécanisme, cinétique, sensibilité au pH, chaleur, inhibition possible. Les mécanismes des enzymes oligomériques doivent également être abordés, enfin, en conclusion éventuellement, mais en tout cas, il faut les aborder. Donc finalement, on peut quand même élargir un peu le sujet, si vous voulez. Dernier sujet qui avait été proposé, c'était l'expression des gènes codants pour une protéine. Alors voilà, ce qu'a fait votre camarade. Je vous laisse, là aussi commenter rapidement, assez rapidement parce que je vois que l'heure tourne. Oui, moi je trouve que c'est effectivement très bien organisé. Ah, Lucie se perd dans la présentation. D'accord. Alors c'est bien organisé, cependant, moi j'aurais commencé en fait dans un ordre plus, chronologique, hein, par la transcription, puis la traduction. Et par exemple, transcription ici, traduction ici et puis, ben, 2 types, de traduction, hein, voilà. Il y a pas de problématique non plus, effectivement. On définit pas ce que c'est qu'un gène qui code pour une protéine, voilà. Heu, Moi, je dirais que c'est pas ce qui me gêne le plus. Là, quand je vois un tableau comme ça, ce qui me gêne le plus, c'est qu'il y a un aspect de cette expression qui me manque énormément et qui n'apparaît, pas dans le tableau. C'est lequel? Les contrôles, tout à fait. Il me manque tous les contrôles. C'est-à-dire qu'on peut garder le même tableau et puis peut-être, ou le même type d'organisation et puis peut-être mettre des petites étoiles ou quelque chose qui montre, à quel niveau ont lieu les contrôles. D'accord? Heu, on pourrait aussi dessiner un gène plutôt que de l'ADN ici. On peut tout à fait, enfin dessiner de l'ADN et puis un gène avec son promoteur pour bien montrer les contrôles transcriptionnels, des contrôles post-transcriptionnels et puis ensuite des adressages qui sont, des modifications post-traductionnelles. D'accord? Et du coup,
même ici, hein, j'ai pas, le peptide signal, net. Ici, j'ai pas, enfin si, j'ai une séquence d'adressage, mais j'ai pas le ce qui se passe en détail. Donc il faudrait peut-être un peu plus de détails et surtout apporter des contrôles. Donc là, c'est ce que j'ai mis, un sujet il faut bien définir ce qu'est un gène qui code pour une protéine et ne pas oublier les aspects de contrôle, on va dire, plutôt que de régulation, hein, de l'expression de ces gènes à différents niveaux et du coup, ce tableau, il est pas mal, mais bah, j'ai pas de problématique et là, le risque, c'est de faire quelque chose de très descriptif. Voilà ce qui se passe, on raconte, hein, comment on passe du gène à la protéine, mais sans jamais, intégrer ça dans la vie de la cellule d'une certaine manière. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé pour cette, partie-là et donc on va reprendre donc la fin, de la partie métabolisme et forme d'énergie des cellules. Alors je pense que j'espère que vous avez pu, regarder, le les films que j'ai faits. Je vais reprendre quand même les notions qui ont été vues, sur les films, d'accord? Je vous redirai ce qu'il faut vraiment apprendre. Donc on en était ici. Voilà, hem, on a quasiment terminé, hein, cette partie-là. Donc sur, la photosynthèse, hein, vous devez connaître, bah, la chaîne d'oxydoréduction. Donc photosystème 2, plastoquinone, B6F, plastocyanine, photosystème 1, ferrodoxine, NADP+, hydrogénase, d'accord? Ou NADPH, H+ synthase, d'accord? Ou NADP+ réductase, si vous voulez. Je crois que c'est le terme, consacré. Voilà. Donc ça, vous devez les connaître et vous devez savoir comment, se déplace, l'électron. Donc on a une réaction qui au final est endergonique, mais qui est couplée avec, l'arrivée de la lumière, d'accord? Donc l'ensemble, énergie lumineuse apportée plus réaction, va être malgré tout exergonique et permettre de pomper des protons, dans l'espace intrathylakoïde, comme ça. Juste, dans tous ces schémas, il est absolument indispensable de bien orienter vos schémas. D'accord? Où est le stroma? Où est l'espace intrathylakoïde? Parce que je vous ai donné ce schéma-là, mais vous avez également, en fin de poly, ce schéma-là. Et ce schéma-là, il est retourné, hein. Vous avez le lumen ici et le stroma ici. D'accord? Juste une petite remarque sur le transport des protons. Dans ce cas-là, hein, on est toujours dans la chaîne en Z. Donc les protons, ils vont être transportés grâce à la plastoquinone. Donc c'est le même mécanisme que ce qu'on a pour la respiration, d'accord? Pour la chaîne respiratoire. Mais qu'est-ce qu'on a aussi? Quand on, fait donc une oxydation de l'eau, d'accord? Pour obtenir, O2, donc on donne les électrons, mais les protons restent dans le lumen. De la même manière que quand on va, faire cette fois-ci une, réduction du NADP+, les protons utilisés sont pris dans le stroma. Donc ces 2 réactions, qui normalement sont complémentaires, hein, permettent aussi la mise en place de cette force protomotrice. Cette force protomotrice va faciliter la synthèse d'ATP. Alors, on a une autre possibilité, d'accord? C'est, une photosynthèse cyclique. Donc dans ce cas-là, la ferredoxine vient de ce côté. Alors, en fait, hein, les protéines, elles se déplacent dans la membrane. On les dessine figées comme ça, mais elles se déplacent sans arrêt, ce qui permet d'ailleurs les réactions d'oxydoréduction. Donc si on considère ça, donc on a ferrodoxine et ensuite l'électron revient sur B6F. Donc on est comme ça, on a ferrodoxine et on revient sur B6F. C'est tout à fait possible. Donc on a en fait un électron qui ne sort jamais, qui est sans arrêt en train de tourner entre les différents, couples redox, d'accord? Ce qui fait que dans ce cas-là, on n'a pas de donneur initial, on n'a pas d'accepteur final d'électrons, d'accord? Par contre, on pompe des protons. Donc ça se passe comme indiqué ici. Ça me permet, ça nécessite pour que ça tourne comme ça, évidemment, j'ai besoin d'énergie lumineuse et je fabrique à la fin de l'ATP.
Donc c'est ce qu'on voyait aussi ici. C'est-à-dire que ici on dessine les 2, hein. Donc si je suis sur, mon PS1, donc j'ai de la lumière, plastocyanine, F6, B6F, ferrodoxine. Non, je vais pas dans le bon sens. PS1, ferrodoxine, B6F, plastocyanine, ferrodoxine, B6F, plastocyanine, et cetera, et mon électron ne part jamais dans mon NAD+ oxydase. D'accord? Donc voilà. Les schémas que j'ai faits sur le tableau, du film, vous devez être capable de les refaire. D'accord? C'est pour ça que j'ai pris une photo à la fin. Alors, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci, au niveau du plasmalème des bactéries nitratantes? Donc ces bactéries nitratantes, on verra que ce sont des bactéries, autotrophes, d'accord? Donc en fait, elles utilisent, l'énergie d'oxydoréduction, heu, grâce à l'oxydation du NO2- en NO3-, et ça leur suffit à être autonomes, d'accord? Donc ce sont des hem, lithotrophes, d'accord? Donc énergie chimique permet de fabriquer de la matière organique. Donc ça veut dire que grâce à cette énergie d'oxydoréduction, elles vont récupérer de l'ATP et du pouvoir réducteur. Quand on regarde, les couples redox impliqués, donc vous avez NO2-, NO3- avec un E'0, E0' de 0,42, O2H2O 0,81, mais par contre NAD+, NADPH+, c'est -0,32, donc on a un potentiel redox plus faible que NO2-, NO3-. Donc là, pour passer de NO2- à NO3- à la fabrication de NADP, H ou de NADH, d'accord? Il va falloir apporter de l'énergie. Donc comment ça se passe? Eh bien, ça se passe grâce à 2, finalement 2 chaînes redox parallèles. Donc ce schéma-là, hein, à la rigueur, c'est celui que vous devez, apprendre, d'accord? Moi, sur le schéma que je vous ai fait sur le tableau, j'ai remis toutes les molécules. Là, les molécules ne sont pas à connaître. Vous devez seulement savoir que vous avez d'abord, alors vous avez intervention de nombreux cytochromes, d'accord? Vous avez intervention de quinone, vous avez intervention des mêmes acteurs, et bien sûr, vous avez une ATP synthase à la fin. Vous avez une force protomotrice qui s'établit entre le cytosol et le périplasme, d'accord? Et en fait, vous allez avoir d'un côté une chaîne respiratoire, de l'autre côté une chaîne d'oxydoréduction dont on dit qu'elle est inverse, d'accord? Qui va utiliser en fait la force protomotrice pour, le transfert des électrons contre, heu, enfin vers en fait des potentiels redox, de plus en plus faibles. Donc ce schéma est vraiment très, très clair. Vous avez NO2- qui donne NO3-, ça libère 2 H+ dans le périplasme, d'accord? Et 2 électrons qui vont partir ici dans la chaîne respiratoire jusqu'à l'accepteur final d'électrons, qui est le dioxygène. Un demi-2O2 donne H2O. Ça me permet de pomper des protons, d'accord? En plus, les protons, ils sont fabriqués ici, ils sont consommés ici, donc là aussi, j'augmente, hein, ma force protomotrice. Cette force protomotrice est utilisée ensuite pour transférer les électrons jusqu'au NADH+, d'accord? Et également ici pour fabriquer de l'ATP. J'ai de l'ATP, j'ai du pouvoir réducteur. Avec ça, et on verra ça dans le chapitre suivant, je vais pouvoir fabriquer de la matière organique à partir du CO2. Donc c'est ce que vous avez en plus détaillé ici, d'accord? Donc simplement la quinone, elle marche en inverse ici, hein. C'est-à-dire qu'elle prend les H+ ici, elle les remet ici, et ça donne de l'énergie pour pouvoir, avoir, de l'oxydoréduction contre, heu, enfin, dans le sens des potentiels redox décroissants. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc en conclusion, on peut voir qu'on a, des similitudes fonctionnelles et différents types trophiques. Des similitudes fonctionnelles entre toutes ces chaînes d'oxydoréduction. Vous avez bien vu que les molécules sont proches, et cetera. Donc on peut prendre ce tableau, si on fait des comparaisons structurales et fonctionnelles, d'accord? Donc on a des clusters. Donc la structure des membranes, donc à chaque fois qu'on ait les chaînes photosynthétiques respiratoires ou les chaînes nitratantes, on a des grandes surfaces membranaires avec de très nombreux thylakoïdes, de très nombreuses crêtes mitochondriales. On a la présence des sphères pédonculées et des complexes protéiques, membranaires. On a une organisation en chaîne d'oxydoréduction.
d'accord? Avec différents complexes transmembranaires, des petits transporteurs mobiles qui transfèrent les électrons aux différents composés de la chaîne, d'accord? Des complexes associés à des ATP synthase en fin de chaîne. Et on voit bien que les couples redox mis en jeu, donc les cytochromes, les cyanines, enfin, et cetera, sont toujours les mêmes. Voilà. Et donc les protéines même associées, hein, les protéines d'oxydoréduction, ont vraiment des points communs. Elles se ressemblent dans leur structure, et cetera. Au niveau fonctionnel, donc la place du pouvoir réducteur. Donc les molécules de pouvoir réducteur jouent le rôle d'intermédiaire entre les voies métaboliques des chaînes, d'accord? On a des transferts d'électrons, vont permettre la translocation de protons, d'accord? Et l'établissement de gradients électrochimiques, et on a des ATP synthase. Voilà. Ça nous amène à différents types trophiques. Donc, quelles sont les sources d'électrons? Quelles sont les sources d'énergie? Quand les sources d'électrons sont sources minérales, vous pouvez avoir de l'eau, d'accord? Ça, c'est pour la photosynthèse. Vous pouvez avoir de H2S pour les bactéries sulfureuses, vous pouvez avoir NH4+ ou NO2- pour les bactéries nitroatantes. Vous pouvez avoir comme source d'électrons, on verra, le glucose, d'accord? Qui est, le les molécules donc, réduites, les molécules organiques. C'est à partir du glucose, hein, quand on fait de la respiration cellulaire, qu'on obtient du NADH, H+, qui ensuite va rentrer dans la chaîne respiratoire. Quand la source d'électrons, c'est de la molécule organique et que l'énergie, la source d'énergie, c'est de l'énergie chimique, on est sur des chimio-organotrophes. Quand on a une source d'électrons, qui est minérale, donc on peut avoir une source d'énergie qui est lumineuse, on a des photolithotrophes, d'accord? Et on peut avoir également une source d'énergie qui est chimique. On a les chimiolithotrophes comme les bactéries nitratantes. Ici, il nous manque les les photoorganotrophes qui sont quelques bactéries qui existent mais qu'on n'étudie pas cette année. Donc les photoorganotrophes qui utilisent l'énergie lumineuse mais également, une source d'électrons, d'origine organique. Voilà. Donc on a fini, cette grande partie, hein, qui est une partie très, très importante, et donc maintenant, on va voir 2 choses, d'accord? C'est comment on arrive, par exemple, du glucose au NADPH+, d'accord? Pardon, au NADHH+, comment ce glucose va être petit à petit oxydé, et puis, d'un autre côté, pour les organismes autotrophes, comment, à partir du pouvoir réducteur et de l'ATP, on va fabriquer des molécules organiques. Voilà. Donc on commence le chapitre suivant. On va surtout l'introduire aujourd'hui. On revient. Donc qui s'intitule Métabolisme et transfert de matière. Donc pour ce chapitre, je vous demande de prendre le poly du même titre, donc poly 1 C3b, métabolisme et transfert de matière. Et on va s'intéresser dans un premier temps, hein, à la glycolyse. Alors sur le poly que vous aviez, vous avez tout le plan, d'accord? Et vous avez un petit commentaire concernant la glycolyse. Donc métabolisme et transfert de matière. Alors je vais introduire tout ça. Donc, alors 2 minutes, hein, je reprends mon... Il manque une page. Ça vous laisse le temps de prendre le poly, de regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, ce qui va être vraiment important ici, c'est que cette fois-ci, on va s'intéresser à l'approvisionnement des cellules en éléments chimiques fondamentaux, carbone et azote. D'accord? Et on va voir comment, à partir de ce carbone et de cet azote, en fait, les cellules ou les organismes vont fabriquer leur propre matière organique. Et on va voir aussi comment ces éléments
comment cette matière organique peut être utilisée pour récupérer de l'énergie. Donc en fait, il y a 2 choses qu'on va aborder, 2 grands types de métabolisme. D'une part, le catabolisme, d'accord? Qui consiste en fait à récupérer de l'énergie à partir de la matière organique, c'est-à-dire à oxyder la matière organique. On va partir du glucose pour obtenir H2O plus CO2, d'accord? Et on va voir que cette oxydation, elle peut être complète, incomplète, et cetera. Elle se fait en plusieurs étapes. Et ça va être les fondements métaboliques de l'hétérotrophie. Cette oxydation, elle a lieu chez tous les hétérotrophes, d'accord? Mais on va voir qu'elle a aussi lieu chez les autotrophes. C'est-à-dire que les autotrophes, la matière organique qu'ils vont utiliser, simplement, ils ne l'ont pas prélevée dans le milieu, mais ils l'ont fabriquée eux-mêmes. Et puis, on va voir aussi un autre type de métabolisme qui est l'anabolisme. C'est-à-dire comment, à partir de CO2, H2O ou de molécules organiques simples, on va obtenir des molécules organiques euh, spécifiques à l'organisme, hein, qui peuvent être simples ou plus complexes. Et donc ça va nous amener à aborder dans une deuxième partie les fondements métaboliques de l'autotrophie. Voilà. Donc les aspects énergétiques ont été traités précédemment. On les reprendra bien sûr pour les comprendre parce que ces réactions qu'on va étudier soit produisent de l'énergie dans le catabolisme, soit, soit en fait vont euh, consommer de l'énergie dans l'anabolisme. Alors, j'ai pas encore mis le cours sur le drive. En fait, j'ai oublié de le mettre hier, ce matin, c'était trop tard. Donc, je vous le mets à la fin du cours. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je prendrai un tout petit peu de temps, ce qui me permettra de vous mettre au moins toute la partie grand 1. Voilà. Mais avec votre poly, vous pouvez déjà bien suivre. Donc, on va s'intéresser grand 1 au fondement de l'hétérotrophie. Donc, si je reprends en quelques mots, un organisme est hétérotrophe pour le carbone et l'azote. Ça veut dire qu'ils satisfont à leurs besoins en prélevant dans le milieu de la matière organique. D'accord? Ils vont prélever en particulier les nutriments. Donc, la première étape, ça va peut-être être la digestion. Et donc, les nutriments, ça va être le glucose, les acides aminés, les acides gras, éventuellement les acides nucléiques. Voilà. Et ensuite, cette matière organique va permettre la réalisation des voies anaboliques, c'est-à-dire la fabrication de leur propre matière organique, et puis des voies cataboliques. Euh, Finalement, la question qu'on se pose, c'est quelles sont les transformations de la matière organique au cours du catabolisme qui vont permettre de transférer son potentiel redox sur celui du NADH+, et puis sur l'énergie potentielle d'hydrolyse de l'ATP. C'est-à-dire comment, à partir de matière organique, on va obtenir du NADH+, et de l'ATP. Est-ce qu'il y a des déchets dans ces voies cataboliques? Et finalement, comment ces voies ensuite seront adaptées aux besoins des cellules? Alors, je mettrai à la fois sur le Drive et sur Classroom hein, le cours. Pour l'instant, il n'y est pas. Alors, on va, pour ça, eh bien, voir en fait un petit peu quelles sont les différentes voies métaboliques. Alors, je vous mets ce schéma qui reprend en fait l'ensemble des voies métaboliques sans les nommer. Là, on est dans un organisme hétérotrophe, d'accord? Et en fait, il y a 2 voies qui ressortent de façon forte, d'accord? Donc là, il y a à la fois le catabolisme et l'anabolisme. Mais vous avez une voie catabolique qui est la glycolyse et une autre voie centrale qui est le cycle de Krebs. La glycolyse a lieu dans le cytosol, le cycle de Krebs ou le cycle de l'acide citrique a lieu dans la mitochondrie. Et vous voyez que ce soit la glycolyse ou le cycle de Krebs, c'est relié. Alors par exemple ici, hein, le dernier truc de la glycolyse, on voit que ça peut venir de plein d'endroits et ça peut repartir dans plein d'endroits. Ici aussi, on a de l'arrivée dans la glycolyse sur plein de points. Et dans le cycle de l'acide citrique, pareil, hein, il y a des allées et venues. Donc, ce sont 2 voies qui sont des voies centrales. Donc, la première, c'est la voie de la glycolyse. D'accord? Alors, donc, on avait mis, hein, on était dans le grand 1, petit 1, la glycolyse, une voie métabolique universelle. C'est vrai qu'on la retrouve absolument dans tous les êtres vivants. Donc, chez les hétérotrophes, mais aussi chez les autotrophes. Alors, on va voir que cette glycolyse, elle a lieu en 3 phases. Et donc, je vous invite à prendre la page 2 de votre poly.
Donc sur cette page 2, vous avez les différentes, étapes de la glycolyse. Vous pourrez éventuellement les numéroter, d'accord? Donc glucose donne glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate et cetera. Sur la colonne de droite, je vous ai, mis les formules développées de toutes ces molécules parce que, je trouve que parfois avec les formules développées, on comprend mieux ce qui se passe et aussi parce que, le glucose, vous connaissez, glucose 6-phosphate, vous êtes capable de faire. Le fructose, ça fait partie aussi des oses que vous devez connaître. Donc fructose 6-phosphate et un 6-bisphosphate, vous êtes capable de les dessiner, d'accord? Les glycéraldéhydes ou dihydroxyacétone, ça aussi vous connaissez, ça fait partie des sucres à connaître, d'accord? Et donc ce que je vous demanderais de connaître, comme formule absolument, c'est la formule du pyruvate, d'accord? Une fois que vous avez celle du pyruvate, celle du phosphoénol pyruvate est assez facile à connaître. Donc toutes ces formules-là, en fait, si vous les connaissez, ça vous aidera. Je vous demande pas, le biphosphoglycérate et cetera, mais vraiment, bah, glucose, les glucoses phosphates, fructose, les fructoses phosphates, glycéraldéhyde phosphate et dihydroxyacétone que vous connaissez déjà. Et vous avez en plus à mettre le pyruvate. Alors sur le document que je vous ai mis, je vous ai en plus ajouté hein, les systèmes de régulation. Mais là, on va s'intéresser plutôt à la colonne de droite qui reprend un petit peu les grandes étapes. Début de la glycolyse. Je vous rappelle que la glycolyse, a priori, d'accord, permet de récupérer de l'énergie à la place, enfin, de récupérer de l'énergie à partir du glucose. Or, si je regarde mes premières étapes de la glycolyse, hein, ma première étape qui fait intervenir une enzyme que vous connaissez bien, qui est l'exokinase, d'accord? Eh bien, on a un couplage chimio-chimique et en fait, on commence par consommer de l'énergie. On consomme de l'ATP pour fabriquer du glucose 6-phosphate. Donc, on commence en fait la glycolyse bah, en utilisant de l'énergie. Deuxième étape, là, c'est juste une transformation du glucose en fructose. Ça, c'est une transformation qui est thermodynamiquement neutre. D'accord? Et puis, on a ensuite la phosphofructokinase, d'accord, qui va permettre de transformer le fructose 6-phosphate en fructose 1,6-bisphosphate. Et là, à nouveau, je me retrouve à consommer de l'ATP. Alors l'ATP est associé au magnésium, MgATP, et ça c'est vrai, hein. En fait, alors on ne l'a pas vu à chaque fois, mais en fait le magnésium est indispensable à l'utilisation de l'ATP par les enzymes de couplage. D'accord? Donc à nouveau un couplage chimio-chimique, d'accord? Et on obtient le fructose 1,6-bisphosphate. Ce fructose 1,6-bisphosphate, de façon neutre, il va donner le glycéraldéhyde 3-phosphate et la dihydroxyacétone phosphate. Cette dihydroxyacétone phosphate est transformée en glycéraldéhyde 3-phosphate. D'accord? Donc finalement, cette première phase de la glycolyse, eh bien, elle consomme 2 ATP pour un glucose. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle une phase d'investissement. Vous verrez que l'exokinase est régulée, mais la phosphofructokinase également. Hein, ça, c'est une enzyme dont on a déjà vu, il me semble qu'elle est oligomérique dans un des exercices d'enzymologie. Et on va voir qu'elle a des régulations, enfin qu'elle est régulée de façon extrêmement fine par la suite. Deuxième phase, ce fructose, enfin, dans la deuxième phase, en fait, le glycéraldéhyde phosphate va être oxydé. Donc, c'est la première fois où on a de l'oxydation, réaction d'oxydoréduction. D'accord? Le glycéraldéhyde 3-phosphate donne du 1,3-biphosphoglycérate. Donc, on rajoute du phosphate inorganique. D'accord? Et on va en fait oxyder, hein, c'est-à-dire que le NAD plus donne NADH, H+, et vous rajoutez ici le phosphate inorganique hein, qui va s'associer ici. D'accord? Donc c'est encore un couplage chimio-chimique, l'oxydation du glycéraldéhyde est couplée à la réduction du NAD+. Donc ça, c'est la phase qu'on appelle la phase d'oxydation. Elle me permet de produire du NADH, H+. On verra que ce NADH+, il est important pour la suite. Alors, on fait la troisième phase et puis je vous laisserai ensuite. Troisième phase,
Donc vous, vous pouvez suivre, hein, vraiment sur votre poli. C'est plus facile que que ici finalement. Donc j'ai le 1,3-diphospho, hem, glycérate qui va être transformé en 3-phosphoglycérate. Alors à chaque fois, ça va par 2, hein. À partir d'un glucose, j'avais 2 1,3-diphosphoglycérate. Quand je le transforme en 3-phosphoglycérate, eh bien, je vais faire une transphosphorylation, d'accord? Et donc je vais fabriquer de l'ATP. Je fabrique 2 ATP à partir de 2 1,3-phosphoglycérate. Alors, vous devez connaître les phases, oui. C'est-à-dire que vous devez être capable de refaire l'ensemble des réactions du document 1. Et les doubles flèches indiquent quand on a finalement des réactions qui sont thermodynamiquement neutres. D'accord? Donc ça, vous devez effectivement les connaître sans forcément connaître toutes les formules développées. D'accord? Les formules développées du glycérate, ouais, du phosphoglycérate, du diphosphoglycérate, etc., ne sont pas à connaître. D'accord? Donc ensuite, on passe du 3-phosphoglycérate au 2-phosphoglycérate. Et ce 2-phosphoglycérate, il va être ensuite euh, donc, en fait, on va enlever l'eau, d'accord? Donc, on va avoir une condensation en phosphoénol pyruvate, d'accord? Et la dernière réaction fait intervenir la pyruvate kinase, qui est aussi ici une enzyme allostérique oligomérique. Et cette pyruvate kinase va permettre à nouveau une transphosphorylation, c'est-à-dire que le phosphate qui était ici va passer sur l'ATP. Et on obtient du pyruvate. D'accord? Donc, le dernier, finalement, à la fin de ma réaction, j'ai un glucose qui va me donner 2 pyruvates. D'accord? Ça va m'avoir permis d'obtenir 2 NADH H+, et j'ai consommé au départ 2 ATP, et à la fin, je récupère 4 ATP, donc j'obtiens 2 ATP. On peut faire le bilan de la glycolyse de cette manière. D'accord? Le glucose donne 2 glucose 3 glycéraldéhyde 3 phosphate qui donnent chacun un pyruvate. Donc les ATP que j'ai consommés au départ dans mon investissement, je les récupère à la fin. Et à la fin, j'obtiens 2 ATP par molécule de glucose, 2 coenzymes réduits par molécule de glucose. Voilà. Si je regarde un petit peu les profils énergétiques de ces différentes réactions, donc qui vont être couplées, mais si je regarde juste glucose, glucose 6-phosphate, etc., je vois que parfois j'ai pas peu de sauts énergétiques, d'accord? Donc ça va être des réactions qui sont peu endergoniques, et puis j'ai des réactions qui, elles, sont très endergoniques. Donc la phosphorylation du glucose, la phosphorylation du fructose 6-phosphate, et puis le passage du phosphoénol pyruvate au pyruvate. D'accord? Donc là, en fait, donc c'est des réactions qui sont dans l'ensemble exergoniques parce qu'elles sont couplées. D'accord? Et je vois que les réactions où il y a des sauts énergétiques très importantes, la réaction 1, 3 et la dernière réaction ici, donc la réaction 10, sont aussi des réactions qui vont faire intervenir des enzymes dont on verra qu'elles sont extrêmement contrôlées. Euh, donc ça, on verra après. Et donc, il nous restera 2 aspects à aborder concernant la glycolyse. C'est le fait que c'est une voie centrale du métabolisme. D'accord? Donc, on verra tout ça. Et le fait que c'est une voie donc régulée. D'accord? Là, on peut utiliser la notion de régulation presque. En tout cas, elle est contrôlée parce qu'on va avoir que les hormones interviennent également dans ces contrôles. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Il est quasiment 9h30. Donc, on se retrouve cet après-midi. Je vous dépose tout ça à 13h30 pile. Et puis, s'il y a des questions au moment du devoir, des choses un peu auxquelles je peux répondre, parce que je répondrai peut-être pas à toutes vos questions, ou des problèmes, n'hésitez pas à utiliser le,
Discord. Moi, je vous dépose dans l'après-midi, tout le cours, donc au moins toute la partie, sur, l'hétérotrophie. Et ben, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.